Le 2 juin 2018, cela fera 65 ans que la jeune Elizabeth Windsor est devenue la reine Elizabeth II du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Je vous présente la reine Elizabeth, votre reine incontestée. Vive la reine! Elizabeth II détient le record du règne le plus long de l'histoire britannique et elle n'a jamais été aussi populaire. 3 hurrahs pour Sa Majesté la Reine. Elle est aujourd'hui la plus grande reine du monde. La reine d'Angleterre est immuable. Elle est éternelle, inoxydable et éternelle. Elle a un port de reine, son diadème, sa manière d'être. C'est la reine. Tout est unique chez elle. Elle règne sur 135 millions de personnes et fascine la planète entière. Pourquoi se sent-on tout petit face à elle? Elle est là, elle est devant nous. Il y a une fascination pour l'histoire. On l'a toujours connue, mais on sait très peu de choses sur la femme la plus puissante du monde. On ne sait pas ce que pense cette reine. Est-elle de gauche? Est-elle de droite? C'est poker face, la reine d'Angleterre. Très rarement, vous voyez une vraie expression. Est-elle si froide et autoritaire qu'on le dit? On a souvent dit qu'elle aimait plus les animaux que les gens. Pourquoi personne n'a le droit de lui parler ou de la toucher? Vous ne devez pas la regarder trop fixement dans les yeux. Vous ne lui passez pas la main dans le dos. Pas de portable, pas de selfie avec la reine. C'est pas Ronaldo, hein. Comment communique-t-elle avec son équipe quand elle est en représentation? Le sac lui sert de signe pour ses équipes. Quand elle s'ennuie dans un endroit public, elle pose son sac par terre. Quelle mère a-t-elle été pour ses 4 enfants? Et surtout pour Charles, son aîné, l'héritier de la couronne. Il manque cet amour. Cet amour comme on peut le voir peut-être dans une famille normale. Comment a-t-elle vécu que son ex-belle-fille, la princesse Diana, lui vole la vedette? Il y a eu un fossé entre la population britannique et la reine. Quelle relation entretient-elle avec Kate Middleton, l'épouse de son premier petit-fils William? On pardonne rien à la famille royale quand elle se tient mal, quand il y a des erreurs, des fautes. Compte-t-elle installer William sur le trône à la place du prince Charles? Il est parfaitement dans le sillage, si vous voulez, de toute la grande tradition britannique. Harry est-il son petit-fils préféré? Et pourquoi a-t-elle accepté qu'il épouse Meghan Markle, une actrice de série américaine métisse et divorcée? C'est un truc de fou, mais c'est un truc qui était prévisible. À quoi ressemble son quotidien derrière les grilles de ses palais? Oui, bien sûr, il peut prendre l'hélicoptère. Vous êtes sûre, madame? Oui, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Elle a un boulot d'enfer. C'est un vrai job. C'est un job d'administration. La reine est-elle si riche que ça? Elle a toujours les plus beaux joyaux du monde. Elle a la plus grande collection de tableaux du monde. Elle a 10 000 dessins de Léonard de Vinci. Et est-il vrai qu'elle paye mal les hommes et les femmes qui travaillent à son service? La reine n'a pas les revenus suffisants pour payer les personnels extrêmement chers. Son mari, le duc d'Édimbourg, lui a-t-il vraiment été infidèle? La reine lui a interdit sa chambre pendant un certain temps. Pourquoi la série The Crown, qui raconte sa vie, remporte-t-elle un tel succès dans le monde entier? Elle a vu la série et elle a adoré. Aujourd'hui, Elizabeth II est entrée dans la légende. Bienvenue dans les coulisses de l'histoire de la plus grande reine du monde. La monarchie britannique, c'est la monarchie qui fait le plus rêver au monde. Mais moi, qui viens d'une famille royale, moi je rêve en regardant la reine d'Angleterre. Je trouve ça magnifique. Elisabeth II fait rêver parce qu'elle est la vedette d'un spectacle unique. Mais avant d'en arriver là, il y a exactement 65 ans, ce mardi 2 juin 1953, Elizabeth Windsor quitte Buckingham Palace et marche vers son destin. Elle a l'air paisible et sourit à la foule qui l'acclame. Dans 4 heures, la jeune femme de 27 ans deviendra la femme la plus puissante du monde. Dans la rue, les scènes de liesse se multiplient. Des milliers de personnes ont dormi sur les trottoirs pour être sûres d'apercevoir Elizabeth dans son spectaculaire carrosse en or. Il pèse plus de 4 tonnes et mesure 7 mètres de long. C'est le plus grand show du monde. Il n'y a rien de plus spectaculaire. Après une longue procession dans les rues de Londres, le carrosse arrive enfin devant l'abbaye de Westminster.
À l'intérieur, le public composé des 8000 personnes les plus influentes du Royaume-Uni et du monde s'apprête à vivre un moment historique et retient son souffle. Je vous présente la reine Elisabeth, votre reine incontestée. Vive la reine! Sous l'impulsion de son mari, le duc d'Édimbourg, l'événement est retransmis sur les télévisions du monde entier grâce à 20 caméras de la BBC dissimulées dans l'abbaye. C'est le premier événement médiatique de l'histoire. La famille royale était plutôt contre l'idée de laisser rentrer la télévision, mais le prince Philippe, lui, il voulait faire rentrer la télévision. Donc c'était la révolution qui a marqué le début de la télévision. C'est la première fois que c'est transmis à la BBC, ça va être un triomphe. Les ventes de téléviseurs explosent dans le monde entier. 100 millions de personnes restent accrochées à leur poste pendant toute la matinée. J'avais 13 ans, l'écran faisait cette taille. C'était en noir et blanc, et il fallait fermer les rideaux pour voir correctement. La grand-mère d'Elisabeth lui avait dit, en tous les cas, il faut que tu sois bien chaussé parce que ça dure 3 heures. Donc, fais très attention aux souliers. Des chaussures qui ont été spécialement conçues par Roger Vivier, un grand styliste français. La cérémonie a une dimension religieuse très forte. L'archevêque de Canterbury, qui est le premier responsable de l'église anglicane après la reine, applique de l'huile sainte sur les paumes de ses mains, sur sa poitrine et sur son front. Une huile conservée dans une fiole depuis le sacre de la reine Victoria un siècle plus tôt. La reine, qui est extrêmement croyante, avait demandé à la BBC de ne pas filmer ce moment sacré. Au moment du sacrement, au moment de l'onction, les caméras se tournent. La reine Elisabeth II est quand même le seul monarque, en tout cas en Europe, qui soit couronné et surtout qui ait dans son couronnement une notion religieuse. C'est Dieu qui choisit la reine, c'est pas les Anglais. Vient enfin le moment que le monde entier attend. L'archevêque pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête d'Élisabeth. Élisabeth Windsor devient sa très gracieuse majesté, la reine Élisabeth II, reine d'Angleterre, d'Irlande du Nord, d'Écosse, du Pays de Galles et des autres royaumes du Commonwealth. Elle règne désormais sur 135 millions de sujets partout dans le monde. Devant elle, sa mère, sa petite sœur Margaret et son fils aîné Charles, l'héritier du trône. Son époux Philippe est bien entendu présent dans l'abbaye, et ce couronnement va aussi changer sa vie. Quand Élisabeth devient officiellement reine, il devient non pas roi, mais prince consort, comme le veut la tradition. Et il devra marcher toute sa vie 3 pas derrière sa femme. Une réalité qui met un coup à l'orgueil de cet homme de nature plutôt dominatrice. Pour Élisabeth, ce sacrement est comme un mariage. Elle épouse le Royaume-Uni pour la vie. Elle est très croyante. Alors ce couronnement était extrêmement important pour elle. À la fin de la cérémonie, l'archevêque remet à la reine un ensemble d'objets symboliques qu'on appelle les regalia. Pour le couronnement, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un sceptre dans la main droite et le globe qui symbolise le pouvoir sur le monde. Et une couronne sur la tête. Quand vous avez tout ça, vous pouvez être roi ou reine, c'est bon. À la sortie de l'abbaye, le peuple célèbre sa nouvelle reine, son 12e souverain. Avec elle, la tradition et l'histoire continuent. Par amour pour son père, elle tenait à ce que ça se passe de la même manière. Pour être irréprochable, la reine a inlassablement répété la cérémonie. Elle a notamment voulu s'habituer au poids de la couronne, qui pèse plus de 2 kilos. À un moment, on lui apporte la couronne et elle dit « Bon, ben, j'ai pas l'habitude de mettre ça sur la tête. » Puis elle dit au type qui lui apporte « Est-ce que je peux l'emprunter ?»« Ben évidemment, c'est à vous. »« Ah bah oui, c'est vrai, c'est à moi. Il n'y a qu'une personne qui possède cette couronne, c'est moi. » Pendant des mois, plus que des semaines, des mois, elle a répété cette cérémonie. Elle portait sa couronne, la couronne de Saint-Édouard, entre autres, au petit déjeuner, pendant qu'elle faisait son courrier, pour s'habituer au poids. Parce qu'Élisabeth II est une femme extrêmement consciencieuse, très, très professionnelle. Elle avait fait coudre par sa femme de chambre, Bobo MacDonald, des draps, l'un à la suite de l'autre, pour s'entraîner à se porter une traîne. Alors imaginez, elle se promenait toute la journée à Buckingham avec 2 draps attachés sur les épaules et la couronne sur la tête. Ça devait être quand même surréaliste.
Le sacre d'Élisabeth II a changé le cours de l'histoire. Son règne est aujourd'hui le plus long de la monarchie britannique et à 92 ans, elle continue de fasciner le monde entier. Ce qui intrigue les hommes comme les femmes de toutes générations confondues, c'est justement le mystère qui entoure la reine. Comment vit-elle? Est-elle si riche que ça? Combien de personnes travaillent à son service? Quelles sont ses petites manies? On aime toujours savoir ce qu'il y a derrière le décor, derrière l'apparat, derrière les grilles des châteaux. On a envie de savoir comment cette famille vit. La fortune de la reine Elisabeth a toujours fait l'objet de fantasmes. Elle est aujourd'hui estimée à 400 millions de livres sterling, soit 450 millions d'euros. Mais cette fortune colossale ne lui appartient pas vraiment. Elle ne peut pas vendre Buckingham, elle ne peut pas vendre Windsor. De même, à l'intérieur de ses résidences, il y a des collections d'art, des tableaux extraordinaires, et elle ne pourrait pas, là non plus, vendre un Rembrandt, un Canaletto, je ne sais quoi. Oh, le Léonard de Vinci qui est là, j'en ai marre, je voudrais autre chose. Apportez-moi la liste des catalogues de la collection royale, il y en a 10 000. La reine peut donc changer la décoration des murs à sa guise, mais n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut d'une très large partie de ses biens, tout simplement parce qu'ils appartiennent à l'État qu'elle représente. Tout ça, c'est une leurre. Elle ne peut pas l'utiliser comme elle veut, ça ne lui appartient pas en plein droit. En dehors de cet énorme patrimoine dont elle n'est pas vraiment propriétaire, la reine a une fortune personnelle. Elle a, à titre personnel, des choses évidemment qu'elle a, soit de famille, des bijoux notamment, des livres anciens, des chevaux, et sans doute un compte en banque bien garni, qui s'enrichit aussi des droits et des rentes qu'elle touche des divers domaines dont elle est propriétaire. Sur les 6 châteaux qu'elle possède, 2 lui appartiennent à 100%. Le château de Sandringham, situé à environ 3h30 au nord-est de Londres, et celui de Balmoral en Écosse, qui sont évalués à près de 170 millions d'euros. Mais pour le reste, hormis son banquier, personne ne connaît le montant de sa richesse, puisque la reine n'est pas tenue de le révéler au grand public. Elle reste une des femmes les plus riches du monde. Élisabeth II est payée environ 45 millions d'euros par an par l'État, et donc par les citoyens britanniques, pour financer ses activités publiques et celles de ses proches, pour faire tourner Buckingham Palace et pour payer ses 350 employés. La monarchie anglaise coûte aujourd'hui 70 centimes par citoyen. C'est moins qu'une république. Cela paraît surprenant, mais la reine n'a donc pas un budget illimité. Elle reçoit de l'argent, mais elle n'a pas des sommes folles. La reine n'a pas les revenus suffisants pour payer les personnels extrêmement chers. Les maîtres d'hôtel, les femmes de chambre, les majordomes qui travaillent à Buckingham Palace ont la réputation à Londres d'être très mal payés. Ils ont un salaire tout à fait moyen, pour ne pas dire en dessous du tarif normal. Mais la reine leur a expliqué qu'avec ces fonctions qu'ils avaient à Buckingham Palace, ça brillait en lettres d'or sur leur CV et qu'ils pourraient gagner ensuite des fortunes. Dickie Arbiter, qui a été le porte-parole d'Élisabeth II de 1988 à 2000, n'est pas tout à fait d'accord. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que le salaire en soi n'est pas très élevé, mais il y a un mais. On oublie juste de préciser qu'en plus de notre salaire, nous sommes logés, ce qui change tout. Bien qu'elle ait de quoi voir venir, la reine Élisabeth II est connue pour être très économe. Il est écrit que cela peut générer 5% de notre besoin en énergie. C'est utile? Oui, mais je vais me renseigner, madame. C'est la nouvelle facture? Oui. Des transports? C'est assez cher. Ah oui, très. La reine n'aime pas du tout le gaspillage. Elle a vécu ce que disait son père avec les rationnements de la Seconde Guerre mondiale. L'eau dans la baignoire, pas plus haut de 18 cm. On ne gaspille pas l'eau. On dit que la reine est très radine, que pour Noël, par exemple, elle réunit tout le personnel qui croit recevoir des cadeaux somptueux, et en fait, il se retrouve avec une savonnette. Elle fait très attention de rester inattaquable. Elle ne veut pas qu'on puisse dire que la famille dépense une fortune en avions privés, en débauches de luxe, etc.
Pour faire des économies, Élisabeth II a même fait installer 40 000 ampoules basse consommation à Buckingham Palace. Buckingham, c'est la résidence principale de la reine, celle dans laquelle elle vit durant la semaine. Elle est située au cœur de Londres. Le palais fait 77 000 mètres carrés. Il compte 775 pièces, 1514 portes et 760 fenêtres. Élisabeth II arpente les couloirs de ce somptueux palais tous les jours et aucune nouveauté ne lui échappe. Oh, il y a de nouvelles lampes. Quant à l'appartement qu'elle occupe avec son mari au dernier étage, il est très différent de ce qu'on imagine. C'est un appartement assez réduit, avec 2 chambres, une pour son mari et une pour elle, avec un salon dans lequel ils prennent leur petit déjeuner le matin. Et puis, il y a une petite kitchenette d'office qui sert pour le personnel. Et puis, c'est tout. Son mari trouve le lieu très froid et aurait préféré ne pas s'y installer. Mais Élisabeth ne lui a pas laissé le choix. Le monarque vit à Buckingham, c'est la tradition. Ce petit appartement, elle y a donc aménagé dès qu'elle est devenue reine à la mort de son père en février 1952. Tout est là depuis toujours. La moindre chaise. On va pas chez Ikea parce qu'il manque un tabouret. Le décor, la télévision et même l'installation électrique datent des années 50. C'est quelque chose d'un peu vieillot. Élisabeth II est la reine. En dehors des employés qui travaillent au palais, elle a donc du personnel privé. 3 ou 4 personnes sont aux petits soins dès qu'elle ouvre l'œil. À 7h30 précise, sa femme de chambre lui apporte du thé et quelques biscuits au chocolat. Et le thé, c'est pas rigolo, hein. Il faut pas que l'eau, il faut qu'elle... mais pas... Ce premier petit déjeuner, la reine, qui dort seule, le prend au lit. Les corgis, de ce que l'on sait, sont non seulement dans la chambre très régulièrement, mais parfois même sur son lit. Et puis ensuite, elle prend son bain qui est préparé par une femme de chambre. Elle s'habille dans son dressing, elle est aidée, elle est coiffée. Elle est donc assistée à l'ancienne. Elle dit toujours que ça lui casse un peu les pieds d'être au palais de Buckingham. Mais enfin, c'est quand même la seule personne du monde qui se réveille tous les matins avec un joueur de cornemuse qui passe sous ses fenêtres. Vers 8h30, Élisabeth II rejoint son mari pour la suite du petit déjeuner. Un repas très copieux composé de muesli, de toast, de fruits frais qu'elle prend en lisant la presse, le Daily Telegraph. Et surtout, la presse hippique qui la passionne. On lui apporte le journal repassé, alors, pour l'encre sûrement, mais aussi je crois pour les faux plis. Sur la table du petit déjeuner, on trouve quelques surprises. Il y a un type, un journaliste assez culotté, il s'était fait engager au palais de Buckingham comme employé de maison. Il avait tout pris en photo quand même. Et c'est là qu'on avait vu la fameuse table du petit déjeuner de la reine d'Angleterre. Il y avait 3 Tupperware, mais super moches, sur une table magnifique, avec des Léonard de Vinci sur les murs, une argenterie à tomber par terre, sauf que les cornflakes, ils étaient dans des Tupperware. Une photo qui, depuis, a été interdite. Le reste de la journée, sa très gracieuse majesté Élisabeth II travaille. Elle travaille même beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, Robert. Votre voix a l'air d'aller mieux. Oui, ça va mieux. Ça a mis un peu de temps. Oui, je crois que beaucoup de monde est tombé malade. L'ambassadeur britannique en France, Edward Llewellyn, qui a été le conseiller spécial de l'ex-premier ministre David Cameron, en témoigne. Elle travaille chaque jour. Elle a ses valises rouges, les fameuses valises rouges qu'elle reçoit chaque jour de son gouvernement qu'on envoie de Downing Street à Buckingham Palace. Il y a des lois qu'il faut qu'elle approuve. Toute la vie quotidienne du gouvernement dont elle est le chef d'État. La reine, c'est la personne la mieux informée du royaume. Elle doit tout savoir et elle sait tout sur tout. Elle a un boulot d'enfer, elle reçoit cette valise rouge tous les jours, dans lequel il y a tout ce qui se passe dans le gouvernement. C'est un vrai job, c'est un job d'administration. Et même à 92 ans, Élisabeth II ne rechigne pas à la tâche. Vous savez, elle a condensé sa semaine de 5 jours en 3 jours. Mais le job reste exactement le même. Oui, bien sûr, il peut prendre l'hélicoptère. Vous êtes sûre, madame? Oui, je n'en ai pas besoin aujourd'hui.
Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a 2 encriers sur son bureau. Elle a un encrier d'encre noire et un encrier d'encre verte. Le noir, ce sont pour tous les documents officiels, et le vert pour les courriers personnels. Et là encore, il faut se rappeler que la reine reçoit 300 lettres par jour. J'aime voir ce que les gens m'écrivent. Je ne peux pas toutes les ouvrir, car je n'ai pas le temps. Mais ça me donne une idée de ce qui préoccupe les gens et de ce que je peux faire pour les aider. Cette proximité, cette envie de parler, cette volonté de comprendre aussi ses concitoyens, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est certainement aussi une cause de sa popularité. En 65 ans de règne, Élisabeth II n'aura pas chômé. Elle aura reçu à Buckingham plus d'1,5 million de personnes venues de tous horizons. Lu et répondu à près de 4 millions de courriers, signé plus de 3500 textes de loi, posé pour 120 portraits et effectué plus de 260 voyages officiels. Des chiffres qui donnent le tournis. En 2015, elle a assuré 361 sorties en un an, qui plus que William, Harry et Kate ensemble. Elle ne prend pas du tout à la légère toutes les cérémonies que nous, républicains, considéreraient comme des simagrées ou du temps perdu. Mais les visites de maisons de retraite, le bal des pompiers, les décorations à des militaires, elle fait ça avec un sérieux. Et elle a fini par y trouver, à mon avis, son nirvana, c'est le sens de sa vie. Élisabeth II habite un immense palais. Elle passe ses journées à travailler et elle a 350 employés. Le week-end, elle se repose à Windsor, à 35 km de Londres, et l'été à Balmoral, en Écosse. Alors même si elle passe son temps à rencontrer des gens de tous horizons, elle vit en autarcie. Et il faut bien le dire, elle est un peu déconnectée du monde réel et du quotidien de ses sujets. T'as pas de chèque sur toi, t'as pas de cash, tu payes quoi en cash? Tu fumes, on t'apporte tes clopes. Tu veux plus fumer, on t'apporte la pilule pour plus fumer. Tu sais même pas où est une pharmacie. Donc comment savoir que le monde a changé? Alors on regarde la télévision. Ah, that's very interesting, Philippe. Can you see that? À 92 ans, la reine Elisabeth est devenue la reine du cool. À l'automne 2017, le public a découvert qu'elle était propriétaire d'un fast-food dont les fauteuils en cuir sont rembourrés. Il est situé à 130 km de Londres. Et en février 2018, à 91 ans, elle a même assisté à son premier défilé de mode. Nous avons grandi avec elle et cela, mondialement, elle est devenue, au fond, depuis quelques années, une sorte de grand-mère, mais pour plein de pays. Le 19 mai 2018, mademoiselle Meghan Markle, l'actrice américaine qui agite les tabloïds depuis sa rencontre en 2016 avec le prince le plus convoité du monde, a enfin épousé Harry, de son vrai nom Henri de Galles. Elle lui a dit oui dans la chapelle Saint-Georges à Windsor, la plus ancienne forteresse habitée du monde, devant la reine Elisabeth, devant sa mère extrêmement émue et devant 3 milliards de téléspectateurs. Harry, acceptez-vous de prendre Meghan pour épouse? Je le veux. Meghan, acceptez-vous de prendre Harry pour époux? Je le veux. Dans une sublime robe immaculée signée Givenchy, qui lui aurait coûté la bagatelle de 345 000 €, et parée d'une tiare de diamants ayant appartenu à la reine Marie, Meghan, l'actrice américaine de série à succès, descendante d'esclaves par sa mère, est entrée dans l'histoire en devenant son Altesse royale, la princesse Henri de Galles, duchesse de Sussex. Le père de Meghan, officiellement en convalescence après une crise cardiaque, officieusement brouillé avec sa fille pour avoir organisé une fausse paparazzade de lui pour 114 000 €, n'était pas présent à ses côtés. Meghan a donc gravi seule les marches de la chapelle, et c'est le prince Charles lui-même qui l'a conduite vers son destin, jusqu'à son plus jeune fils, Harry, impeccable dans son uniforme militaire et incapable de dissimuler son émotion.
Ce mariage entre la couronne britannique et Hollywood a cassé les codes de la monarchie. Et par amour pour son petit-fils, sa très gracieuse majesté Élisabeth II a tout accepté. En dehors du God Save the Queen, tradition oblige, le protocole a volé en éclats. On a vu à Windsor plus de stars que de royaux, dont un George Clooney un peu trop décontracté la main dans la poche, un smack entre Elton John et David Beckham, et même Meghan refusait de jurer obéissance à son mari. La reine a aussi ouvert la porte de sa chapelle à un évêque américain dont le sermon enflammé a réchauffé l'ambiance. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. À la demande des mariés, un gospel a chanté le tube Stand By Me, du jamais vu chez les Windsor. Coût de cette cérémonie historique, près de 30 millions d'euros. Une somme exorbitante entièrement payée par Charles, le père du marié. Mais qu'on se rassure, la nouvelle génération des Windsor fascine le monde et ce mariage aurait rapporté plus d'1 milliard d'euros au pays. À peine mariée, telles deux stars d'Hollywood, la nouvelle princesse et son mari ont sauté dans un cabriolet électrique pour rejoindre la réception donnée par le prince Charles. Cette union est aussi une petite révolution, car Meghan Markle a déjà été mariée. Elle a divorcé en 2014 de Trevor Engelson, un producteur américain qui avait partagé sa vie pendant près de 10 ans. Windsor is delighted, mais quand même, elle est divorcée, hein. La reine tolère que son petit-fils se marie avec une divorcée. Pour bien comprendre à quel point cela est révolutionnaire, il faut remonter au début du règne d'Élisabeth II. À l'époque, la religion anglicane dont elle est le chef ne reconnaissait pas le divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la jeune Élisabeth a hérité du trône. Si elle est devenue reine, c'est parce que son oncle Édouard VIII a abdiqué par amour pour Wallis Simpson, une jeune américaine 2 fois divorcée. Les syndicats avaient dit dans une déclaration, si le roi veut avoir une prostituée dans sa vie, ça le regarde, mais nous ne voulons pas d'une prostituée comme reine. Pour couronner le tout, Meghan est aussi plus âgée que son mari. Elle a 36 ans, lui 34. Elle est de confession catholique et sa mère est afro-américaine. C'est un truc de fou, mais c'est un truc qui était prévisible. La reine a donc donné son accord officiel pour ce mariage. Qui aurait pu penser que au sein même de la famille royale viendrait une jeune comédienne américaine métisse, plus âgée que son mari. Qui aurait pu penser ça? La reine a réinventé la monarchie. Ce qui est fabuleux, c'est que la monarchie britannique, ça devient United Colors of Benetton dans le bon sens du terme. C'est en quelque sorte, si vous voulez, la métamorphose de la monarchie vers une société civile de plus en plus multiculturelle. Meghan, finalement, c'est salutaire pour la monarchie parce qu'elle va représenter d'une certaine manière toute une partie de ces minorités qui sont des citoyens britanniques. Merci d'accueillir la charmante Meghan Markle. La reine est la première à l'admettre. Je ne change pas, mais je m'adapte au XXIe siècle. Avant que le prince Harry se décide à lui passer la bague au doigt en novembre 2017, une bague faite de diamants ayant appartenu à la princesse Diana, Meghan n'avait pas vraiment le pédigré idéal pour séduire les royalistes purs et durs. Meghan vient d'un milieu, c'est pas du tout Beverly Hills, gâté. Sa mère, elle est quand même prof de yoga, assistante sociale. Son père, c'est un éclairagiste, certes, sur des séries reconnues, mais c'est pas du tout la crème de la crème d'Hollywood.
Pour elle, c'est un conte de fées qui se réalise. Il s'est agenouillé. Bien sûr. Vous avez dit oui immédiatement? Oui. D'ailleurs, je lui ai même pas laissé le temps de finir sa phrase. Je lui ai dit, est-ce que je peux dire oui? Elle ne me laissait pas finir et j'avais la bague dans la main et je lui ai dit « Mais la bague ?» Et elle a répondu « Oh oui, la bague, pardon. » Mais la nouvelle de leur union bouscule l'opinion publique. En janvier 2018, un scandale éclate dans le monde politique. La presse révèle au grand public des SMS racistes envoyés par la compagne du chef du parti d'extrême droite, l'équivalent du Front National. Vous avez écrit « Je ne pourrai jamais avoir de relations sexuelles avec un nègre ». Vous dites que les gens noirs sont moches. Vous suggérez que Meghan va entacher la famille royale parce qu'elle est métisse. Selon elle, cette union va souiller la famille royale. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais dit quelque chose d'offensant en privé? Depuis, le chef du parti a été démis de ses fonctions et son couple a explosé face à la pression médiatique. Meghan, elle a connu dans sa chair le racisme. Elle raconte cette anecdote qui est extrêmement touchante, qu'à l'école, elle reçoit un questionnaire et elle doit dire est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est blanche, et elle ne sait pas où cocher. Malgré les polémiques qu'elle a suscitées, en très peu de temps, Meghan a su séduire le boss, comme on l'appelle en Angleterre. Comprenez, la reine Elisabeth II. Elle a compris que c'était vraiment important pour Harry. Il en a bavé. Car Harry n'avait que 12 ans quand sa mère, la princesse Diana, est morte. Il a mis des années avant de se reconstruire. Depuis, la reine a noué une relation particulière avec lui. Et visiblement, elle est prête à tout accepter pour lui. Noël 2017, lors du séjour à Sandringham, elle a invité Meghan. Donc c'est un privilège que personne n'avait eu, ni Diana, ni même Kate, d'être invitée en étant simplement fiancée à Sandringham pour partager le pudding traditionnel. On se rappelle que Kate, ils ont été quasiment 10 ans ensemble avant qu'on annonce les fiançailles, avant que le mariage se fasse. La reine a toujours aimé les garçons, en quelque sorte, les hommes avec des qualités viriles. Et Harry est sans doute son préféré, même si elle ne l'avouera jamais. Parce que c'est un vrai garçon. Le bad boy Harry, qui est scandaleux comme tous les journaux ont pu, etc., etc. Sa grand-mère l'adore. C'est un peu le petit chouchou, lui. Hein. Si la reine peut facilement céder aux demandes du prince Harry, c'est aussi et surtout qu'il est peu probable qu'il règne un jour sur le royaume. Le numéro 1 est astreint quand même à un certain nombre de devoirs. Et ces devoirs font que ça l'enferme un peu. Vous êtes moins engoncé dans le costume de numéro 2 que dans celui de numéro 1. Si la reine a autorisé son petit-fils Harry à épouser Meghan Markle, c'est aussi parce qu'elle a tiré des leçons du passé. Il y a quelque chose de très simple mais de très important, c'est le traumatisme Diana. Car quand la jeune Diana Spencer épouse le prince Charles dans la cathédrale Saint-Paul, le 29 juillet 1981, elle n'a vu son mari que 13 fois. Moi, Diana Frances. Moi, Diana Frances. Prends Charles, Philippe, Arthur, George. Prends Charles, Philippe, Arthur, George. Pour époux. Pour époux. Le fameux mariage du siècle a en réalité été monté de toutes pièces par la famille royale, qui désespérait de voir Charles se marier et qui a vu en Diana la perle rare. Jolie, jeune, vierge, cadette d'une grande famille aristocrate, a priori, elle a tout pour leur convenir. Mais l'amour en décidera autrement. Car le futur roi n'aime pas les Didi. Et surtout, il n'a jamais cessé sa liaison avec son amour de jeunesse. Et j'imagine que vous êtes amoureux? Bien sûr. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par amoureux. Dès le départ, ils sont 3 dans le couple, avec notamment la maîtresse, Camilla Parker Bowles. Alors pour éviter que l'histoire ne se répète, Elisabeth II préfère donner sa chance à l'amour. La reine s'est adoucie, la reine a compris.
La reine est humaine. Elle a très bien compris qu'au fond, les mariages arrangés, à notre époque, ça ne marche plus. La première question, c'est est-ce que mon petit-fils est heureux? Oui, c'est une femme qui rassemble un peu à Harry, qui a beaucoup vécu, qui a travaillé pour les œuvres de charité, qui vient d'une famille divorcée. Donc, ils sont complémentaires. Très investis dans les causes humanitaires tous les deux, aujourd'hui, le couple est devenu une pièce maîtresse de la communication de la couronne. Une garantie qu'elle restera proche du peuple. Si Diana était la princesse des cœurs, J'essaie juste de pointer du doigt un problème qui a lieu dans le monde entier. C'est tout. Harry est son digne héritier. Ma mère était un modèle. Malgré son jeune âge, elle s'est impliquée à travers le monde corps et âme dans des causes qui lui semblaient justes et je trouve ça fabuleux. Heureusement qu'elle était là. La grande force de Harry, c'est cette empathie qu'il a et c'est cette puissance qu'il est en train de mettre au service de la couronne, encore une fois pour changer les choses. En 2014, il a créé les Invictus Games, une compétition sportive dédiée aux vétérans et aux blessés de guerre. Bonsoir Toronto. Bonsoir Canada. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Invictus a été créé en l'honneur des hommes et des femmes qui servent leur pays et qui refusent d'être définis par leurs blessures. Et sur ce chapitre militant, Meghan est largement à la hauteur. Avant même de faire la connaissance du prince Harry, elle s'était engagée auprès de l'ONU en faveur des droits des femmes. Mesdames et messieurs, je suis incroyablement honorée d'être la représentante des Nations Unies pour la participation politique et le leadership des femmes. Ça a l'air un peu dithyrambique ce que je vais dire, mais ces deux-là, ils veulent vraiment changer le monde. On forme une équipe fantastique. On le sait et on espère dans le temps avoir le plus possible un impact sur ce qui a de l'importance à nos yeux. Elisabeth II a accepté d'accueillir Meghan dans la famille, mais pour que cela soit possible, elle a demandé à l'actrice de faire quelques sacrifices. Mettre un terme à son contrat juteux pour la série Suits qui s'élève à 450 000 $ par an. Se convertir à la religion anglicane. Fermer ses réseaux sociaux et dire au revoir à ses 3 millions de followers. Comme je viens des États-Unis, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avec la famille royale. Maintenant, je comprends mieux tous les enjeux. Les mariages du prince Harry et du prince William ouvrent donc une nouvelle page de l'histoire de la monarchie britannique. Une page plus en phase avec les sujets sur lesquels ils règnent. C'est un tout nouveau chapitre dans cette pièce de théâtre qu'est la monarchie. Les jeunes princesses apportent beaucoup, quelque chose de très important dans cette modernisation, ouverture à la jeune génération. Si Elisabeth II accepte que ce vent de fraîcheur souffle sur sa couronne, elle n'oublie pas pour autant que les membres de sa famille doivent être irréprochables. On pardonne rien à la famille royale quand elle se tient mal, quand il y a des erreurs, des fautes. Elle laisse une très grande liberté à ses enfants et à ses petits-enfants. Jusqu'au moment où ils se trompent. Au moment où ils se trompent, ils se font taper sur les doigts. Et là, c'est comme à l'école. Si vous vous trompez, elle vous le dit. Mais si on se trompe, on s'excuse auprès d'elle. Je la vois plus comme la reine que comme ma grand-mère. J'ai beaucoup de respect pour elle. On a toujours du respect pour son boss et je la vois comme mon boss. Alors pour guider Kate Middleton et Meghan Markle, la reine a mis en place une sorte de coaching. Quels vêtements porter? Comment se tenir? La reine leur a transmis un mode d'emploi de leur métier de représentante de la couronne. La reine d'Angleterre les a énormément aidés, les a énormément briefés. Est-ce que c'est une vie que tout le monde apprécierait? Là, je ne sais pas. Si Elisabeth met en avant les épouses de ses petits-fils, et si elle fait le choix de leur ouvrir les portes de ses palais, c'est aussi pour assurer la popularité de sa couronne. Diana faisait vendre. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, ceux qui font vendre, c'est le prince Harry et le prince William et leur mariage.
Et le couple Meghan Markle-Henri de Galles séduit les foules. C'est quand même le bad boy de la famille royale qui épouse la fille qui n'aurait jamais pu être reine. Il y a une espèce de contraste dans leur existence qui les rend quand même assez attractifs. C'est cool, c'est nouveau. Et la popularité, cela peut rapporter beaucoup. Le mariage de Harry et Meghan le 19 mai a été un événement mondial, retransmis partout, qui a attiré à Londres des milliers et des milliers de touristes. La reine Elisabeth est une superbe vendeuse mascotte pour la Grande-Bretagne. Il n'y a rien de mieux que la reine, rien de mieux qu'un mariage royal pour vendre le pays. Il y a un institut financier qui a évalué l'impact en 2017 de la marque de la famille royale à 1,7 milliard de livres sterling. Kate, aujourd'hui, est un miracle économique. Elle fait acheter des robes. C'est plusieurs milliards en termes d'impact, et bientôt ce sera le cas aussi de Meghan Markle. La reine Elisabeth II a réussi à transformer cette royauté en un business lucratif pour l'Angleterre. La reine d'Angleterre est mondialement connue pour son look improbable. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'elle enfile son costume de reine, sa vie ne lui appartient plus. Elle est au service de son rôle. Elle doit donc se soumettre à un protocole qui est très rigide, mais qui a sa raison d'être. Faire d'elle une sorte d'icône dans le monde entier. Quand on pense reine d'Angleterre, on pense silhouette, jupe, chapeau, petit sac à main. La manière dont Elisabeth II s'habille est très contrôlée par Angela Kelly, son habilleuse en chef qui a son studio dans Buckingham. Le look qu'elle lui compose est plutôt un uniforme. Ce sont toujours des jupes. Elle a la même longueur d'ourlet depuis 30 ans. Toujours des cols en transparent parce qu'elle ne peut porter que des cols en transparent. Toujours des chaussures à petits talons, ne peut pas dépasser 7 cm. Il faut qu'elle ait du vernis à ongles clair. Quand elle est en représentation, c'est-à-dire 99% du temps, la reine doit se sentir à l'aise. Ses souliers sont tous portés avant par des assistantes pour être assouplis, pour être confortables. Et elle doit être immédiatement reconnaissable. Il faut toujours qu'elle ait des couleurs vives pour qu'on puisse la voir. Vert acide, le rose bonbon. Elle est habillée en couleur de bonbon anglais. Elle a besoin d'être vue. Elle représente un pays d'une manière très traditionnelle, comme ça n'existe plus tant que ça dans nos pays. Comme par exemple, elle a des parapluies transparents aussi, pour on la voit toujours, même s'il pleut. La reine porte toujours un sac à la main gauche. Ce sac, il ne dépasse jamais 10 cm de large à la base. Mais tout ça, c'est pensé, c'est pour aller sur le côté, que ça déborde pas, que ça prenne pas trop de place sur elle. Dans son sac, elle a toujours des gants, évidemment, des gants de rechange. Elle a toujours des gants. Si la reine n'a pas le droit de sortir sans gants, c'est parce qu'elle doit éviter tout contact physique avec ses sujets. Contrairement à ce que l'on peut penser, le sac d'Elisabeth II n'est pas qu'une coquetterie. Il est loin d'être un simple accessoire. Le sac lui sert de signe pour ses équipes. Quand elle s'ennuie dans un endroit public, elle pose son sac par terre. Ça veut dire, là, il faudrait que vous arrangiez pour qu'on fasse quelque chose. Il y a des codes qui sont plus des habitudes qu'elle a pris. Le vrai truc de la reine, c'est sa bague. Quand elle tourne sa bague comme ça veut dire qu'elle commence à être agacée et qu'il faut arrêter le truc. Comprenez, interrompre cette conversation ennuyeuse. Quant au chapeau de la reine, ces fameux 500 bibi, ils font l'objet d'une attention toute particulière. On les teste avec un ventilateur pour être sûr qu'ils ne s'envolent pas. Et ils ne se sont jamais envolés en public. Les ourlets de ces jupes sont cousus d'un fil de plomb. Toutes les robes de la couture ont du plomb dans l'ourlet. Sinon, ça remonte quand on marche. Et c'est pas joli. La reine fait des essayages et contrôle ses vêtements sous toutes les coutures. Cela lui évite de faire honte à son royaume, comme c'est arrivé à Kate Middleton. Les vêtements de la reine ont une fonction. Ils représentent qui elle est. L'idée, c'est que tout ce qu'elle porte, tout est symbolique.
La souveraine ne peut pas dire haut et fort ce qu'elle pense, mais ses tenues envoient des messages. Quand elle lit un discours écrit par Theresa May sur le Brexit, elle est habillée aux couleurs de l'Europe. Il y a un message subliminal qu'elle cherche à faire passer. Elle est arrivée avec un chapeau bleu, avec des marguerites jaunes, qui ressemblaient pas mal au drapeau européen. Donc ça voulait dire que, quelque part, elle était plutôt pour l'Europe. En avril 2004, Philippe Douste-Blazy a reçu la reine Elisabeth à Toulouse, dont il a été maire de 2001 à 2004. Son Airbus A319 de British Airways est arrivé, la porte s'est ouverte, et là nous avons été absolument impressionnés par la couleur du chapeau, la couleur du manteau et la couleur de la robe qui était violette. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la couleur de Toulouse, c'est la violette. C'était un signe. Élisabeth II est une femme qui aime la routine et elle a ses petites habitudes. Le soir, la reine dîne la plupart du temps en tête-à-tête avec le duc d'Édimbourg. Et après une journée bien remplie, elle prend toujours un moment pour se détendre. Elle aime bien un petit apéro, un peu de gin ou de Dubonnet. C'est une bonne vivante. Le gin et Dubonnet, c'est la boisson préférée de la reine. On utilise toujours un verre gravé des initiales d'Elisabeth Regina. En règle générale, je remplis jusqu'en dessous des initiales. Une tranche de citron. On fait toujours attention à ne pas laisser de pépins. On choisit toujours de beaux glaçons, bien carrés, qui ne vont pas fondre trop vite. Et on en met 2. Il n'y a que la reine qui boive ce cocktail. Personne d'autre. Tous les soirs, elle a les puzzles, elle aime beaucoup. Elle aime bien aussi jouer au Scrabble. Elle aime aussi regarder la télévision. Être reine, c'est bien sûr profiter d'une vie de privilège, mais c'est surtout un peu schizophrénique. Elle est à la fois la personne Élisabeth et la reine. Et quelquefois, la personne Élisabeth doit s'incliner devant la reine. C'est une alchimie très spéciale. Un bon souverain ne peut pas montrer qui il est. Moins vous en faites, moins vous en dites. Ni penser, ni ressentir, ni respirer, ni exister. C'est le mieux. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Elle est complètement dans la fonction comme une statue ambulante. C'est poker face, la reine d'Angleterre. Très rarement, vous voyez une vraie expression. La reine Elisabeth est la seule au monde qui sait se taire en 6000 langues. On ne sait pas ce que pense cette reine. Est-elle de gauche? Est-elle de droite? Grâce au règne d'Élisabeth II, la monarchie britannique aura donc relevé un superbe challenge, assurer sa survie tout en restant populaire. 70 à 75% des Britanniques lui sont favorables. Un chiffre qui n'a pas évolué depuis la fin des années 60, alors que la société, elle, est transfigurée. La vraie force de la monarchie britannique, c'est qu'elle est connectée. Elle est connectée à son peuple. William et Harry sont jeunes. Ils ont été élevés dans un environnement plus ouvert, donc ils communiquent très bien. Ils font des selfies et même des câlins aux gens. Ils ont renouvelé complètement l'équipe de communication. Ce sont des jeunes dont la plupart ont travaillé dans le privé. Ça change aussi. Celui qui s'occupe du prince William, quelqu'un qui avant s'occupait d'un club de foot. Dans ses vœux de Noël de 2017, la reine elle-même fait référence à cette nouvelle ère de communication. Il y a 60 ans, une jeune fille a parlé des changements rapides de la technologie. Elle présentait les premiers vœux de ce genre à la télévision. 6 décennies plus tard, la présentatrice a un peu changé et la technologie qu'elle décrivait aussi. À l'époque, qui aurait pu imaginer que les gens regarderaient ces vœux sur leur ordinateur portable ou sur leur téléphone, comme certains d'entre vous le font aujourd'hui? Elle est aussi aujourd'hui consciente que la communication passe aussi par les nouveaux modes de consommation des nouvelles générations. Et ça passe par les réseaux sociaux, par les séries.
La série inspirée de sa vie est un phénomène pour Netflix, la plateforme de diffusion sur Internet. La première saison a coûté plus de 100 millions d'euros, faisant de The Crown la série la plus chère produite par l'entreprise américaine. Son succès est mondial. Elle a rapporté 3 Golden Globes et 5 Emmy Awards à son équipe. Quand elle a appris qu'une série allait être lancée sur son histoire, elle a été un petit peu inquiète au début. Et puis, elle a vu la série et elle a adoré. La Grande-Bretagne a changé radicalement. Pourtant, la monarchie poursuit ses petits rituels d'avant-guerre comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que vous m'inciteriez à changer? Il y a beaucoup de choses qui sont très réalistes, très vraisemblables. C'est admirablement joué, formidablement filmé, avec des gros moyens, très très intéressant et qui, à mon avis, est un argument de popularité assez formidable. Puis-je vous suggérer de ne plus être chef de l'Église un instant, ni chef de l'État, ni chef de l'armée, ni chef de la marine ou du gouvernement, ni garante de la justice ou de toute cette espèce de cirque? Et être quoi à la place? Une chose qui vit et qui respire, une femme. Une sœur, une fille, une épouse. La reine d'Angleterre, c'est un trait d'union entre l'Angleterre de 2020, disons, et la tradition de la couronne qui a plus de 1000 ans. Depuis qu'elle est reine, Élisabeth II est obsédée par l'idée d'être exemplaire. Et pour y parvenir, elle s'appuie sur une devise qu'elle tient de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Never explain, never complain. N'expliquez jamais, ne vous plaignez jamais. Ça veut dire on ne va pas ennuyer les gens avec des bêtises. C'est une question d'éducation, de pudeur. Elle ne veut pas donner d'interview. Elle pense que ce n'est pas une bonne chose. En 1969, sur une idée de son mari Philippe, la reine a accepté que des caméras la suivent dans son quotidien. Est-ce que le saumon est prêt? Mais ce documentaire a très vite été interdit car il en montrait trop à son goût et qu'il désacralisait la fonction. Depuis, elle préfère éviter de s'exprimer dans les médias. Elle est sacrée, reine. Alors il y a toujours une certaine distance entre la reine et ses sujets. Il doit y avoir une barrière entre la reine et son peuple. Toute personne qui se rapproche trop ne fait plus rêver. Élisabeth n'accepte pas d'interview. Mais depuis 1957, chaque 25 décembre à 15 h, elle s'adresse à ses sujets du monde entier. Une tradition à laquelle elle ne déroge jamais pour ne pas perdre le lien avec eux. Ce discours, elle le travaille beaucoup et elle le prononce à l'aide d'un prompteur, mais toujours en une seule prise. Quand vous êtes prête, madame. J'aimerais bien le relire une dernière fois, si vous le permettez. Les soldats qui passent les fêtes sous la menace sont dans nos pensées. En dehors de ce rendez-vous annuel, la reine se refuse à prendre la parole dans les médias. Mais dans les années 90, elle a été obligée de sortir de sa réserve à 2 reprises. À chaque fois, c'est parce qu'elle vivait des drames personnels. Ces 2 discours ont marqué le Royaume-Uni. Tout le monde s'en souvient. La première fois, c'était en 1992, juste après le 40e anniversaire de son accession au trône. Une année terrible pour elle, qu'elle a appelée l'Annus Horribilis. Les mariages de 3 de ses enfants se sont effondrés. Une catastrophe pour une femme si pieuse, qui est chef de l'église anglicane. En mars, les journaux ont publié des photos compromettantes révélant au grand jour que Sarah Ferguson, l'épouse de son 2e fils, Andrew, avait une liaison. Un jour, ils sont allés prendre leur petit déjeuner à Balmoral. Le duc d'Édimbourg était là avec sa belle-fille Sarah, duchesse d'York. Ils ouvrent les journaux. Il y avait Sarah en train de se faire sucer le doigt de pied seins nus sur une plage à Saint-Tropez par son conseiller financier. En avril, Anne a divorcé de son premier mari. Et surtout en décembre, le couple de Charles et Diana a explosé à cause de la publication d'un livre confession à charge contre l'héritier et contre la reine. Diana y révélait que Charles avait une maîtresse, Camilla Parker Bowles. Mais elle accusait aussi Élisabeth d'être froide avec elle. Le divorce sera officiellement prononcé 4 ans plus tard et Diana sera bannie de la famille royale. Pour couronner le tout, 4 jours avant ce fameux discours, Windsor, le château préféré de la reine, est détruit par un incendie spectaculaire d'origine accidentelle.
C'est comme si la monarchie était en flammes. 1992 n'est pas une année sur laquelle je me retournerai avec un grand plaisir. Pour utiliser les mots d'un de mes plus sympathiques correspondants, je la qualifierais d'anus horribilis. Lorsqu'elle a parlé de l'anus horribilis, tout d'un coup, c'est Élisabeth qui parlait du sort réservé à la reine, qui disait « Vous devriez faire un peu plus attention au fait que cette femme qui est devant vous, c'est pas simplement la reine, mais c'est aussi Élisabeth. » Élisabeth est pointée du doigt, car l'incendie de Windsor déclenche une polémique. Qui doit payer les travaux? Le peuple s'y refuse. Élisabeth II est dans l'œil du cyclone. La critique est sans aucun doute utile à tout le monde et à toutes les institutions, mais on fait tous partie de la même nation. Et cette analyse de la monarchie par son peuple peut être tout aussi efficace si elle est faite avec une touche de gentillesse, d'humour et de compréhension. Pour faire taire la polémique, la reine finance elle-même les travaux en ouvrant les portes de Buckingham aux visites. Ils ont duré 5 ans et ont coûté près de 40 millions d'euros. Elle accepte aussi de payer enfin des impôts comme n'importe quel citoyen. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the great. Le deuxième discours qui a fait date dans le règne d'Élisabeth II, c'est celui qu'elle a prononcé la veille des obsèques de Diana, le 6 septembre 1997. Quelques jours plus tôt, sa disparition dans un accident de voiture à Paris avait choqué le Royaume-Uni. Des millions de personnes s'étaient massées dans les rues de Londres pour lui rendre hommage. À ce moment-là, la reine était en vacances en Écosse avec William et Harry, et elle a préféré rester là-bas avec eux plutôt que de rentrer à Buckingham pour faire une déclaration officielle. Ils la traitent très mal. C'est choquant. C'est la famille la plus froide qui existe sur cette terre. Le silence d'Élisabeth II crée une profonde rupture avec son peuple pendant plusieurs jours. Il veut l'entendre rendre hommage à la princesse des cœurs, qui était beaucoup plus populaire qu'elle. Mais Diana avait fait du tort à la famille royale et elle n'en faisait plus partie. La reine n'avait donc aucune raison de s'exprimer. Pour elle, c'est un drame familial qui se joue, pas un drame national. Et pourquoi la reine ne réagit pas? Parce qu'elle s'occupe pour une fois de sa famille et de 2 petits garçons qui ont perdu leur mère. Finalement, face à la gronde du peuple, Tony Blair la convainc de prendre la parole. Il faut apaiser les esprits, la monarchie risque gros. La reine ravale donc sa fierté et prend enfin la parole depuis Buckingham. Ce que je vous dis maintenant, je le dis en tant que reine et en tant que grand-mère, et je vous le dis avec mon cœur. D'abord, je voudrais moi-même rendre hommage à Diana. Elle était un être humain exceptionnel et elle avait beaucoup de qualités. La mort de Diana a failli faire tomber la reine, qui a réalisé à quel point son lien avec son peuple était fragile. Pour qu'Élisabeth II sorte du silence, il faut donc que son peuple l'y oblige. Mais 4 mois après la mort de Diana, au cours d'un événement qui semble anodin, la reine est submergée par l'émotion. On l'a vu réellement ému au moment, ça a l'air futile, non, ça ne l'est pas, du désarmement du yacht royal de Britannia, décidé par le gouvernement de John Major parce que ce bateau était beaucoup trop coûteux. La reine a versé une larme. Cette larme, l'opinion la lui a beaucoup reprochée. Comment la reine pouvait-elle pleurer un navire et rester froide face à la mort tragique de la princesse des cœurs? Entre 1953 et 1997, le Britannia a parcouru près de 2 millions de kilomètres. Je nomme ce bateau Britannia. Je lui souhaite beaucoup de succès, ainsi qu'à tous ceux qui navigueront dessus. Quand elle était à bord de son yacht, Élisabeth II se sentait libérée du poids des contraintes de sa fonction. C'était la paix, le Britannia. Elle lâchait les amarres et elle partait. Personne ne pouvait l'embêter. Le personnel était très réduit sur ce bateau. Elle a tout souvent dit que le Britannia, c'était l'endroit où elle était la plus heureuse. Et il y a une très belle photo où elle est sur le pont du Britannia et elle rigole. Ben, ça, c'est la reine d'Angleterre. La chambre de la reine sur le Britannia. Mais c'est irrésistible.
C'était une chambre de bateau de croisière, moyen de gamme. J'ai adoré voir ce bateau. Je me suis dit, elle a eu une vie. Elle a été amoureuse, elle s'est réveillée le matin, elle a dit, "Do you want a coffee, darling?" Voilà. Le Britannia me paraissait empreint de simplicité, de modestie aussi. Le prince Philippe, qui est un militaire, a voulu se charger de la décoration. Donc c'est décoré, si vous voulez, comme une caserne flottante. Pour nous, c'est spécial, car nous nous sommes impliqués dès le début dans la décoration intérieure. L'ameublement, l'équipement, l'accrochage des photos et tout le reste. C'est étrange pour nous, car les autres endroits où nous vivons ont été construits par des prédécesseurs. Ils ont commencé à construire Windsor il y a plus d'un siècle. Être reine, c'est vivre une vie de contrainte. Être enfermé dans un protocole, devoir se taire en toutes circonstances, serrer les dents face aux critiques du peuple. Mais Elizabeth Windsor est faite pour ça. Elle a une volonté de fer et un sang-froid à toute épreuve. Elle incarne le flegme britannique par excellence. Même quand un homme essaie de la tuer, elle garde son calme. C'était dans les années 80. Il y a 3 coups de feu de tirés contre elle. Donc, elle n'a pas bougé. Le type a été arrêté, évidemment, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était des balles à blanc. Enfin, on ne le savait pas sur le coup. Et elle est restée très maîtresse d'elle-même. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Adolescente, elle avait demandé à l'un de ses gardes du corps de lui apprendre à tirer au pistolet, et elle s'entraînait tous les jours. Une anecdote qui en dit long. Elle était quand même une jeune femme qui a participé à la défense de Londres et qui a même prêté assistance à ceux qui en étaient victimes des bombardements allemands. La reine n'a peur de personne et le monde entier a eu l'occasion de s'en rendre compte à une autre reprise en 1982, en découvrant un fait divers absolument incroyable dans la presse. À l'aube du 9 juillet, un homme ivre s'est introduit dans sa chambre en escaladant les tuyaux de canalisation de la façade. Il s'est posté au pied de son lit. Michael Fagan avait 33 ans. Il était père de 4 enfants, au chômage, et sa femme venait de le quitter. Il voulait se confier à sa souveraine. Élisabeth II aurait pu hurler de peur, mais c'est mal la connaître. Elle a appelé le policier de service qui ne répondait pas, la femme de chambre de service. Enfin, c'est une accumulation d'erreurs et de défaillances. Et puis, quand cet homme lui a demandé des cigarettes, elle a dit « je vais en chercher ». C'est à ce moment-là qu'une femme de ménage a eu la surprise de sa vie et a failli s'évanouir en voyant sortir un homme qui n'était pas le prince Philippe de la chambre de la reine, et un homme qui sortait pieds nus. Dans l'intimité, Élisabeth II montre un autre visage que celui que nous connaissons tous. Elle serait même un vrai bout en train. Est-ce que ma tenue va avec le fond pour le gros plan? Oui, ça va. Je serais bien embêtée si vous disiez non, car je n'ai rien d'autre à me mettre. Un petit côté comme ça, on sent qu'il y a une certaine malice chez elle. La femme derrière le protocole est une femme chaleureuse et je pense très affective. Pour le mariage de Kate et William, la reine a permis que Buckingham Palace soit transformé en boîte de nuit. C'est pas quand même quelqu'un de rigide. C'est quelqu'un de tout à fait dans le coup, qui s'est beaucoup amusé. Il y a la reine qu'on voit rarement, mais qui est la reine un peu privée, qui est beaucoup plus ouverte, qui est assez rigolote, même qui aime bien raconter des blagues. Merci, monsieur le Premier ministre du Canada, de me faire sentir si vieille. Qui aime bien faire des imitations de certaines personnes. C'est quelque chose qui est assez peu connu de la reine. Mais ce côté de sa personnalité ne va jamais déborder sur l'image publique professionnelle de la reine qui reste assez sérieuse. La reine en privé, c'est une mère, c'est une grand-mère, c'est une arrière-grand-mère, mais comme toutes les autres, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, elle est très drôle, elle est très affective. Elle a réussi là où d'autres ont raté. Et elle a été une super grand-mère pour moi. Quand elle est à Balmoral en Écosse, c'est-à-dire chaque été, Élisabeth peut enfin quitter son uniforme de reine pour son célèbre foulard et ses bottes. Elle adore le grand air, les grands espaces. C'est pour ça qu'elle aime tant Balmoral.
On marchait souvent, l'après-midi, et elle se comportait comme n'importe qui. Quand on croisait des passants, elle s'arrêtait et le fait qu'elle soit reine n'était pas du tout un problème. Dickie Arbiter se souvient d'un pique-nique très informel. À la fin du repas, il s'est occupé de débarrasser la table et de faire la vaisselle. J'ai commencé à faire la vaisselle et j'ai entendu des pas derrière moi. Alors je me suis dit, ah super, la gouvernante vient m'aider. Et j'ai lancé sans me retourner, je lave, tu sèches. Et j'ai entendu une voix très familière me répondre, non, non, je lave, vous séchez. C'était la reine. Quand elle est en vacances, Elisabeth évite de faire appel à un chauffeur. Elle conduit toujours elle-même sa voiture. Il paraît que c'est une conductrice absolument terrifiante, que tout le monde se jette dans les fourrés quand elle arrive, parce qu'elle conduit à toute vitesse, qu'elle ne voit pas forcément encore très très clair. L'été, Elisabeth passe beaucoup de temps à s'occuper de son écurie. Même à 92 ans, elle monte encore à cheval. Petite, elle avait installé une écurie miniature en haut de l'escalier central de sa maison. Avant de dormir, elle donnait à manger à ses chevaux de bois. Aujourd'hui, sa passion numéro 1, ce sont les courses. Qui est tout au fond là-bas? Elle n'a pas besoin d'aller au PMU. C'est excitant, les courses. Gagner et perdre, comment va le cheval. Alors, elle peut appeler le matin le palefrenier, l'écuyer, le chef du haras, etc. Savoir comment va la cheville de l'un, comment va l'autre, est-ce que ça va mieux son petit mal de ventre, et tout ça. Je veux dire, elle a quand même une passion pour ses chevaux. C'est mon cheval, je vais gagner. On a souvent dit qu'elle préférait plus les animaux que les gens. Le seul moment où elle s'exprime vraiment, c'est quand elle est aux courses. Où là, alors là, on la voit, c'est limite si elle n'est pas debout sur la table pour encourager ses poulains. Vous avez gagné 16 livres. 16 livres? Oh! Oui, 16 livres. La reine a parié le jour de son couronnement. Et son cheval est arrivé deuxième. Elle a consolé l'entraîneur. La deuxième passion d'Elisabeth, ce sont les chiens. C'est son père qui lui a offert son premier corgi quand elle était enfant. Elle est toujours précédée de 7 ou 8 Welsh Corgis, qui sont des chiens dont on a l'impression qu'ils ont grandi sous une armoire parce qu'ils sont tout petits. Des chiens assez hargneux d'ailleurs et assez insupportables, qui aboient en toutes circonstances. Dickie Arbiter n'a pas oublié ce jour où les chiens de la reine l'ont mis dans une situation quelque peu embarrassante. Les chiens se sont assis sur mes pieds et au bout d'un moment, j'ai eu des fourmis. Alors j'ai essayé de bouger, mais ils sont restés dessus. Du coup, j'ai retiré mes pieds d'un coup sec et les chiens ont aboyé. La reine m'a regardé et m'a demandé si c'était moi qui les avais dérangés. J'ai répondu « Bien sûr que non, Votre Majesté ». Il y a quelques années, la reine a décidé de ne plus prendre de chiens, car elle entretient une relation très forte avec eux et qu'elle ne veut pas qu'ils lui survivent. Elisabeth II a donc deux visages, celui de la reine rigide et celui de la femme libre, proche de la nature. Elisabeth II est avant tout une souveraine. Mylord, vous pouvez vous asseoir. Et son pouvoir dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. Elle règne sur les anciens territoires de l'Empire britannique et donc sur 135 millions de personnes de nationalités et de cultures différentes. Elle est chez elle, partout dans le monde. Elle est chef d'État dans une vingtaine d'autres pays du monde, y compris des grands États comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais aussi les Bahamas, la Jamaïque, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Barbade, par exemple. C'est la monarchie la plus emblématique, la plus puissante. Elle devance de loin les couronnes d'Espagne, de Belgique, du Danemark, de Norvège, du Luxembourg ou même du Maroc et du Qatar. À 21 ans, alors qu'elle n'est encore que princesse, Elisabeth fait un discours qui sera fondateur pour son règne. Je déclare devant vous que je mettrai ma vie, qu'elle soit longue ou courte, à votre service. Elle doit aimer son peuple et mourir s'il faut pour ce peuple. La reine a une règle de base, c'est que je n'ai pas un droit à l'erreur, je dois toujours être là. Parce que si moi je tombe, c'est tout le pays qui tombe avec moi. Sa seule ambition, c'est la paix et la sérénité de son royaume.
Et cette mission, elle n'a pas de date de fin. Elle a quelque chose pour elle que plus personne n'a dans les gouvernants, même si elle ne gouverne pas directement. C'est le temps. S'il y a une chose en Grande-Bretagne qui change jamais, c'est la reine. La reine est toujours là. La reine a été là le jour où je suis né. La reine a été là le jour où tous les gens qui nous gouvernent sont nés. La titulature de la reine est longue comme le bras. Sur le papier, elle est chef des armées, chef de l'église anglicane et chef d'État. Pour l'anecdote, elle est aussi propriétaire des baleines, des dauphins et des cygnes de son royaume. Plus sérieusement, son rôle est uniquement consultatif. Élisabeth ne prend aucune décision concrète et ne dit jamais publiquement ce qu'elle pense, car elle doit rassembler l'opinion. Elle règne, mais ne gouverne pas. Qui a les reines, non pas du pouvoir, mais de la souveraineté morale, la souveraineté de l'esprit, de l'histoire. Alors, comment ça marche? La reine incarne ce pouvoir symbolique. C'est son Premier ministre qui exerce la réalité du pouvoir. Alors que les Français ont mêlé la dimension, si vous voulez, symbolique du pouvoir à l'exercice réel de ce pouvoir. Emmanuel Macron est tout à la fois la reine d'Angleterre et le Premier ministre anglais, Theresa May. Chaque semaine, depuis 65 ans, Élisabeth II reçoit son Premier ministre pour un entretien secret. Elle ne donne pas son avis publiquement, mais elle peut le donner, et elle le donne en principe lorsqu'elle rencontre le Premier ministre chaque semaine, tous les mercredis. On ne sait pas ce qui se dit parce que les uns comme les autres, elle a eu 14 premiers ministres, ne disent rien, mais on sait que la reine dit les choses telles qu'elle les pense. Son Premier ministre l'informe sur tout, secret d'État, terrorisme et même vie privée de ses ministres et des autres chefs d'État. Elle sait tout sur les petits travers des uns et des autres et même sur les adultères qu'ils commettent. Tony Blair, qui a dirigé le pays de 1997 à 2007, raconte comment se passe ce rendez-vous très privé avec la reine. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne répétera jamais rien. Vous pouvez avoir une conversation très secrète avec elle. Elle est la personne en qui vous pouvez avoir le plus confiance. Quand la reine Élisabeth II se déplace à l'étranger, c'est tout Buckingham qui la suit. Ses gardes du corps, son cabinet qui assure la continuité du fonctionnement du royaume et son staff personnel. Élisabeth II est venue 6 fois en France, un pays avec lequel elle entretient une relation privilégiée depuis la fin des années 40. Elle parle de surcroît un très bon français, avec un accent délicieux. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. Élisabeth II règne depuis si longtemps qu'elle a rencontré tous nos présidents de la 5e et même de la 4e République. Mais elle a toujours eu un faible pour François Mitterrand. François Mitterrand, à ses yeux, incarnait l'histoire de France, la langue française, l'amoureux de l'histoire, l'amoureux des arts et des lettres. Et elle l'appréciait au plus haut point. Et on a souvent dit qu'il était son cousin éloigné. C'est une légende familiale dans la famille Mitterrand. Au XVIIIe siècle, un des membres de la famille aurait eu une liaison avec un des membres de la famille royale anglaise. Mais enfin, tout le monde est cousin à la reine d'Angleterre à ce rythme-là. En France, le public l'adore. Quand on demande à la reine comment se fait-il qu'elle est si populaire en France, elle répond avec un sourire un peu pincé, on aime toujours ce qu'on n'a pas. Et je crois en effet que les Français, depuis qu'ils ont coupé la tête de Louis XVI, se cherchent un roi. À chaque visite de la reine, le service du protocole de l'Élysée et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France se mettent en 4, 6 mois à l'avance pour la recevoir. Une visite d'État de la reine, c'est quelque chose d'énormément lourd et compliqué à organiser. On n'est pas parfaitement chef du protocole de la République française si on n'a pas eu à organiser une visite d'État de la reine d'Angleterre. Parce que c'est vraiment la visite d'État ou la visite officielle exemplaire. Quand on est amené à rencontrer la reine, on est briefé en amont.
car il faut savoir se tenir. Quand vous rencontrez la reine, un chambellan vient vous expliquer la marche à suivre. Il vous dit d'abord que vous ne devez pas lui adresser la parole avant qu'elle ne s'adresse à vous. Vous ne devez pas la regarder trop fixement dans les yeux. Vous ne lui passez pas la main dans le dos, comme Michelle Obama. Pas de portable, pas de selfie avec la reine, c'est pas Ronaldo, hein. Et même s'il est interdit de toucher la reine, 2 de nos présidents s'y sont risqués. Georges Pompidou pour l'aider à monter les marches de l'Élysée et Jacques Chirac. Cela a fait un tollé outre-Manche. Quand on travaille pour la reine, on est aussi soumis à un certain nombre de règles et la plus importante, c'est de cacher au public ce qu'il se passe à l'intérieur des châteaux. Bien sûr que j'ai signé un contrat de confidentialité. Il y a des choses dont je peux parler et d'autres dont je ne peux pas parler. C'est l'objet du dernier paragraphe que le maître d'hôtel, le chauffeur ou le valet de chambre qui est engagé à Buckingham Palace au service de la famille royale doit respecter un silence total sur ce qu'il voit, ce qu'il entend. La reine a dû prendre cette disposition et elle est très à cheval là-dessus. Elle aurait récemment licencié June Kenton, qui était la personne qui lui faisait sa lingerie, en fait. Elle a écrit un livre où elle a parlé des modèles et de la taille de la reine. Le livre s'appelait « Tempête dans un bonnet D ». C'est fou d'avoir osé faire ça, quand même. Est-ce que je reçois des pressions de la part du palais? Si je reste décent, tout va bien. Celui qui lui succédera, c'est Charles, son fils aîné, dont l'enfance a été sacrifiée par le poids de la couronne. Il avait 5 ans quand sa mère est montée sur le trône. Pour sa mère et son père, le défi du règne était extrêmement astreignant. Et ils ne se sont pas occupés de leurs enfants. Sa mère, qui était froide, qui était absorbée par ses tâches, et ce petit garçon qui, d'ailleurs, ne la reconnaît pas après certains voyages très étendus quand elle fait le tour du Commonwealth, il ne reconnaît pas sa mère. C'est un problème de femmes qui en fait est très moderne, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont obligées de bosser alors qu'elles ont 1, 2, 3 enfants. Et elle montait sur le trône, elle avait 26 ans, elle était jeune, c'était un full-time job, c'était pas simple. Et donc Charles est resté tout seul à Buckingham Palace avec ses gouvernantes, avec la reine-mère, complètement abandonnée par ses parents. En mars 2002, à la mort de sa grand-mère, Queen Mum, à 101 ans, il s'est senti orphelin. Elle était tout pour moi. Et j'ai redouté ce moment pendant de longues années. Finalement, je croyais qu'il n'arriverait jamais. Elle semblait glorieusement inarrêtable. Je l'ai toujours adorée. Aujourd'hui encore, Élisabeth II et le prince Charles se voient peu. Et peut-être il manque cet amour comme on peut le voir peut-être dans une famille normale. Élisabeth a hérité de la couronne en 1953. Mais si les choses s'étaient passées comme prévu, elle n'aurait jamais dû régner. Car celui qui doit succéder à son grand-père, le roi George V, c'est son oncle et pas son père. Jusqu'à ses 10 ans, personne ne pense qu'elle va devenir reine. Donc elle n'est pas du tout préparée particulièrement. C'est pas quelqu'un qui a été très structuré intellectuellement. La petite Lilibet, comme on l'appelle dans son enfance, est née le 21 avril 1926 au cœur de Londres. Elle vit une enfance paisible dans une famille unie. Tout le monde adorait Lilibet. Elle était pleine de charme, appliquée, farceuse, s'amusant beaucoup, très gaie, avec des idées arrêtées, un fort caractère. Mais en 1936, ce bonheur s'effondre. Son oncle Édouard VIII tombe amoureux d'une femme 2 fois divorcée. Pour pouvoir l'épouser, il abdique avant même d'être couronné. Il était impossible pour moi de supporter le poids de mes responsabilités et d'accomplir mon devoir de roi comme j'aurais aimé le faire sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime.
L'abdication de son oncle a été un cauchemar. La monarchie a été souillée, traînée dans la boue à cause de l'américaine Wallis Simpson, à cause de l'inconsistance d'Édouard VIII, qui avait un comportement, on va dire, de playboy. Le père d'Élisabeth devient roi, mais il le vit très mal. Il souffre d'un gros problème d'élocution et n'a pas confiance en lui. C'était un séisme dans toute l'Angleterre. On dit que le père d'Élisabeth a pleuré. Évidemment, il n'était pas fait pour le rôle. Hein. Il bégayait, il ne savait pas parler en public, il était timide. Mais c'était un homme de devoir. À 10 ans, Élisabeth doit aménager à Buckingham. Quand sa gouvernante le lui a annoncé, elle lui aurait répondu « Comment ça? Pour toute la vie ?» Au début, elle y est très malheureuse. Le palais est froid, ses immenses couloirs lui font peur, ils sont colonisés par les souris. Surtout, elle sait qu'un jour, elle sera reine. Et elle n'en a pas envie. Elle a compris les sacrifices que cela implique. Quand elle était jeune, qu'elle ne voulait pas devenir reine, qu'elle n'avait pas du tout envie de le faire, mais elle a assez rapidement, quand elle a vu comment ses parents se sont occupés du pays pendant la guerre, le rôle qu'ils ont joué toute leur vie, elle a accepté ce rôle qui était le sien, elle a accepté ce destin. S'il y a bien une personne qui a épaulé la reine depuis qu'elle est montée sur le trône, c'est Philippe, le duc d'Édimbourg. Entre eux, c'est l'amour fou depuis 70 ans. Qui, à notre époque, peut se targuer d'avoir été marié comme ils viennent de fêter leur 70e anniversaire de mariage? C'est quand même inouï. Je leur demande souvent leurs secrets parce qu'ils forment un très joli couple. J'espère que Catherine et moi, nous aurons le même avenir devant nous. C'est une vraie équipe, Élisabeth et Philippe, et je pense que cet amour, cette équipe soudée qu'ils ont formée depuis 1947 est l'une des raisons pour la longévité de la reine d'Élisabeth. Elle a toujours dit que sans lui, elle n'aurait pas tenu. C'est quelqu'un qui a du mal avec les compliments. Mais il a tout simplement été ma force toutes ces années. Alors que la reine est connue pour garder son self-control en toutes circonstances, la personnalité sans gêne du duc et son humour douteux ont toujours fait couler beaucoup d'encre. Il a dit à un jeune un jour qu'il lui avait dit « je voudrais être soldat, oh ben, de toute manière t'es beaucoup trop gros, tu n'y arriveras jamais ». Il a dit, quand il était parti en Afrique à plusieurs reprises, il a fait des remarques un peu racistes envers les Noirs. Je pense que lui-même, il pense qu'il est en train de blaguer, mais ses remarques sont parfois très mal prises. Avez-vous le sentiment que la presse a été injuste avec vous? Elle a ses raisons. Il faut juste vivre avec. Prenez cette photo. Pour la reine, face aux gaffes de Philippe, c'est no comment, comme d'habitude. Elle l'aime, un point c'est tout. Alors, s'il n'est pas politiquement correct, tant pis. Je crois que la leçon la plus importante que nous avons tirée de notre histoire, c'est que la tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. Et vous pouvez me croire, la reine est extrêmement tolérante. Il a une sorte d'insolence naturelle, mais au fond, je pense que c'est ce qu'elle aime chez lui aussi. C'est qu'il soit très libre et très amusant. Ce prince, à la langue bien pendue, a d'ailleurs fini par devenir un atout pour la couronne. Il est quand même très aimé par les Anglais. Dès qu'il vous fait rire, il vous a conquis. C'est le duc lui-même qui a suggéré qu'ils devraient passer la journée de leur anniversaire de mariage à Malte. Un événement très privé pour ce couple très public. Un joli geste romantique. Vous avez fini? Ce qui fait l'équilibre de ce couple très exposé depuis plus de 70 ans, c'est que si la reine domine en public, à la maison, c'est lui le chef. C'est un homme, un macho un petit peu, dans l'apparence. C'est lui qui porte la culotte, hein, au sein de la famille. C'est pas du tout la reine comme on pourrait le dire. Philippe a aujourd'hui 96 ans. Il est issu de la famille royale de Grèce, mais ses parents ont dû fuir le pays précipitamment et le petit Philippe n'a qu'un cajot d'orange pour berceau. À 12 ans, il sera recueilli par son oncle en Angleterre. Élisabeth a 13 ans quand elle croise sa route dans l'école navale de Dartmouth. Le futur prince consort a 18 ans et il est élève officier.
Ce jour-là, elle accompagne son père, le roi George VI, pour une visite des lieux et elle a un coup de foudre. Quand elle l'a vu, elle l'a trouvé tellement beau qu'elle a dit ce sera lui et personne d'autre. À son retour à Londres, elle commence à lui écrire régulièrement. Mais ses parents ne veulent pas entendre parler de lui. Leur fille est trop jeune et Philippe est un outsider. Il n'a pas un sou et surtout, ils ont appris que ses sœurs ont épousé des nazis. La mère et tous les autres voient dans ce jeune Philippe un personnage un peu désargenté, d'une famille noble pas très dotée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des sœurs mariées à des Allemands qui ont une tendance fâcheuse à lever le bras droit en 1936. Donc évidemment, c'est pas le rêve. Mais à force de disputes avec ses parents, Élisabeth finit par les faire céder. Elle a voulu cet homme plus que tout et elle l'a imposé. Son mariage avec Philippe en novembre 1947 est un immense succès populaire. Et ça devient un conte de fées magnifique, qui fait rêver toute l'Europe. Tout le monde dit vraiment, elle a décroché le gros lot, il est vraiment très beau. Charles naît 1 an après le mariage de ses parents. Puis viennent Anne, Andrew et Edward. Philippe a enfin la stabilité familiale dont il a toujours rêvé. Mais personne ne se doutait que la charge du pouvoir leur tomberait si vite sur les épaules. 3 ans à peine après leur mariage, alors qu'ils sont en voyage, Philippe lui apprend la mort de son père, le roi George VI. De retour à Londres, elle est accueillie en reine, et la vie de son mari bascule aussi. Je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance. La rumeur dit que le prince Philippe a voulu passer le premier, presque pour tenir la porte de l'avion. Non, un officier l'a tout de suite remis en arrière. Et il n'était plus l'époux de la princesse héritière, il était devenu le mari de la reine. Et désormais, il allait marcher à 3 pas derrière. C'est une chose difficile à supporter pour un homme de devoir être relégué après le sac à main, derrière, et de temps en temps même, il le dira, on l'oublie. Du jour au lendemain, toute la vie s'est arrêtée. Et il était devenu l'otage de cette famille royale qui dictait tout ce qu'il faisait. Élisabeth est devenue la femme la plus célèbre du monde et Philippe doit s'oublier. Ses enfants, qui sont les héritiers de la reine, ne peuvent même pas porter son nom. Selon ses propres termes, il devient un microbe. En principe, les enfants doivent prendre le nom de leur père. Bon, ben là, non. Ils ont gardé le nom de la mère, c'est les Windsor. Donc lui, ça lui a pas trop plu. Philippe doit marcher 3 pas derrière la reine, renoncer à sa maison pour vivre à Buckingham, dire adieu à sa carrière dans la Royal Navy. Le couronnement de sa femme a lieu 1 an et demi après la mort de George VI. Et pour Philippe, à titre personnel, il est une insulte à sa fierté d'homme. Au moment du couronnement d'Élisabeth II, il doit s'agenouiller, prêter allégeance à la nouvelle reine, et il a du mal avec ce qu'on lui demande. Il ne veut pas le faire, et la reine le force à le faire. Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine? Je suis les deux, et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux. M'agenouiller devant mon épouse est hors de question. Votre épouse ne vous le demande pas. Mais ma reine me l'ordonne, n'est-ce Oui. pas? Je vous demande de faire une exception pour moi. Non. À ce moment précis, Philippe n'est qu'un sujet comme les autres et doit se plier aux ordres de sa reine. Alors, il se met à genoux. Moi, Philippe, je vous prête allégeance pour la vie et j'essayerai de vous être utile sur terre. Je me soumets à vous avec foi et sincérité et je ferai en sorte de vous protéger de mon vivant jusqu'à ma mort. Que Dieu soit avec moi. Les premières années du règne, Philippe vit mal que sa femme soit reine. Ils passent moins de temps ensemble et les rumeurs d'infidélité se multiplient. La reine lui a interdit sa chambre pendant un certain temps. Et lorsqu'elle s'est dit, maintenant j'ai épousé l'Angleterre, lui était très mécontent. Sa mère était très mécontente. Elle lui a dit, tu ne devrais pas faire ça. Et elle a mis un certain temps avant qu'il recommence à avoir une vie sensuelle à laquelle elle est très attachée. À cette époque, on prête à Philippe une liaison avec Pat Kirkwood, une actrice dont il qualifie les jambes de 8e merveille du monde.
Et quelque temps plus tard, quand il part en bateau 5 mois avec des amis, la reine doit faire un démenti pour faire taire la presse. Et c'était évidemment extraordinairement blessant pour la reine. Ça a été très difficile pour elle. Jusqu'à très récemment, la presse britannique évoquait la relation ambiguë que Philippe entretient depuis plus de 20 ans avec Lady Penelope Brabourne, une aristocrate avec qui il partage son amour de l'équitation. Détail piquant, cette femme n'est jamais là en présence de la reine. Les rumeurs sur l'infidélité du duc d'Édimbourg n'ont jamais cessé, mais aucune n'a été prouvée. Élisabeth, elle, sait que Philippe a parfois besoin de prendre l'air, mais ce qui compte à ses yeux, c'est qu'il lui a toujours été loyal. Depuis que sa femme est montée sur le trône il y a 65 ans, le duc d'Édimbourg est passé par des périodes difficiles, mais il a tenu bon. C'est un homme, le prince Philippe, qui a eu l'extraordinaire force de caractère et d'intelligence d'accepter d'avoir une femme beaucoup plus exposée que lui, beaucoup plus puissante que lui. Ça a été difficile, ça a été un chemin pour lui d'accepter ça, mais il le dit avec beaucoup d'élégance. Mon premier job, mon deuxième job et mon ultime job, c'est de ne jamais laisser tomber la reine, et il ne l'a jamais laissé tomber, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire. Enfant, Élisabeth était timide et plutôt anxieuse. En devenant reine, elle a dû laisser ses angoisses derrière elle pour incarner l'État. Un rôle qu'elle prend très au sérieux. C'est pas un métier, c'est un devoir hérité de son père et sacré à l'abbaye de Westminster. Et je me demande même si elle se pose la question. Est-ce que j'aime ça? Parce qu'elle n'a pas le choix. Et la couronne pèse lourd. C'était pas facile, toutes ces années de responsabilité, de cette pression médiatique, de ne jamais avoir une vie comme les autres, d'être présent sur tous les fronts, tout le temps, de ne jamais vraiment avoir une journée pour elle toute seule, toujours une tâche à faire. Évidemment que c'est un fardeau, le poids de la couronne. C'est la servante du peuple. Et tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour son pays. En se mettant elle-même un pas en arrière de son pays. Les premières années de son règne, pour être à la hauteur de son rôle, Elizabeth Windsor a dû faire des sacrifices de taille. Et le premier sacrifice qu'elle a fait, c'est Margaret, sa petite sœur. Elles étaient très fusionnelles. Elles étaient habillées pareil, tout le temps. Elles s'entendaient très bien. Je crois que ça a duré jusqu'au moment où Margaret a été amoureuse de Peter Townsend. Peter Townsend est un pilote de la Royal Air Force. Il est père de famille et il vient de divorcer. Je l'ai vu, ce petit regard entre vous. Personne ne doit savoir. Oh, Margaret. La reine, qui est la chef de l'église anglicane, ne pouvait pas autoriser sa sœur à se marier avec un homme divorcé. Il est de mon devoir, en tant que reine, d'interdire à Margaret d'épouser un homme divorcé. Et dans ce cas, je vais briser une promesse faite à ma sœur. Margaret, c'est l'une des blessures de la reine Elisabeth parce qu'elle aimait profondément sa sœur. Elle aurait aimé l'aider. C'est une histoire qui a enflammé le pays. La sœur cadette de la reine ne s'est jamais remise de cette rupture forcée. Elle sera brisée quasiment tout au long de sa vie, même si elle épousera un peu plus tard un photographe célèbre, Tony Armstrong-Jones. C'était une femme très intelligente, honnêtement, extrêmement belle. Bon, après, elle s'est un peu abîmée parce qu'elle fumait énormément, elle buvait énormément. Dans l'ombre de sa sœur, Margaret n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place dans le royaume. Et elle a fini par s'installer dans les Caraïbes, sur l'île Moustique, avec son mari et ses enfants. Elle en a bavé, Margaret, parce que les années moustiques et tout ça, l'alcool, les trucs... En même temps, elle était drôle sur la plage avec ses fauteuils, elle était entourée de gens beaucoup plus amusants que la reine. Elle a rencontré des gens beaucoup plus amusants, au fond. Mais bon, c'est une vie un peu triste. Toute sa vie, Margaret s'est perdue de bras en bras. On lui prête même une relation avec Mick Jagger. Elle est morte en 2002, après plusieurs AVC. Quand elle a succédé à son père, Elizabeth a pu compter sur le soutien sans faille de l'une des plus grandes personnalités du XXe siècle, Winston Churchill. Il avait été le premier ministre de son père pendant la guerre, et c'est lui qui lui a tout appris.
Évidemment, c'était un peu une relation de grand-père à petite-fille, en fait. Hein. Il voulait l'aider à être une grande reine et il a essayé de faire ça jusqu'au bout. À son départ à la retraite en avril 1955, une anecdote révélera au monde entier la profondeur de la relation qu'ils avaient tissée. Le Premier ministre invite la reine à dîner chez lui. C'est du jamais vu. Ce vieux ministre, le vieux lion, dans sa tenue de chevalier de la Jarretière, avec ses gants blancs, et elle, dans sa robe de tulle, son étole de fourrure blanche, son diadème, c'est une image de film. Jusqu'au bout de son règne, Élisabeth fera honneur à la fois à son père et à Winston Churchill, ces deux hommes qui lui ont montré la voie. Depuis 65 ans, Élisabeth II est le roc du Royaume-Uni et du Commonwealth. Son règne est le plus long de l'histoire britannique et elle est devenue un véritable mythe dans le monde entier. Elle est un repère. On a du mal à imaginer le monde sans elle. On ne peut pas imaginer un jour où elle ne sera plus là. Ce jour maudit, Buckingham enverra un message codé au Premier ministre. La phrase « London Bridge is down », le pont de Londres s'est effondré, voudra dire qu'Élisabeth II nous a quittés. Ses funérailles sont déjà prévues dans les moindres détails. Même après sa disparition, on parlera d'elle comme de quelqu'un qui a marqué son temps, parce qu'elle a vu tellement de changements. Elle aurait pu s'écrouler, elle s'est adaptée. En attendant, Élisabeth II ne semble pas disposée à ranger sa couronne au placard. Et son fils aîné, le prince Charles, est aujourd'hui l'héritier le plus endurant de tous les temps. Toute une vie, au fond, à se dire un jour tu seras roi, c'est d'une cruauté terrible. On dit souvent qu'il abdiquera en faveur du prince William, son premier fils. À 35 ans, son mariage avec Kate Middleton est solide. Il est père de 3 enfants. Et surtout, il a été parfaitement préparé à être roi par sa légendaire grand-mère. La reine a été un modèle pour moi. Elle m'a montré l'exemple. Elle est toujours de bons conseils. Je sais maintenant ce que c'est que d'être un bon monarque. Il est parfaitement dans le sillage, si vous voulez, de toute la grande tradition britannique. Quoi qu'il en soit, au moment où elle fête les 65 ans de son couronnement, la reine sait que l'avenir de sa couronne est assuré. Donc la reine, elle a son fils qui va lui succéder. Il y a William qui va succéder à Charles, et il y a George qui va succéder à William. Donc la reine peut partir tranquillement, elle a fait son travail, elle a obtenu la pérennisation de la famille royale, et donc pour elle, c'est mission accomplie. Le règne d'Élisabeth II aura rendu la monarchie plus forte et plus moderne. Grâce à elle, la couronne est aujourd'hui plus solide que jamais. La couronne doit gagner. Doit toujours gagner.